Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Décodons l'écho. Ce soir, on s'intéresse à ça, la déclaration d'impôt sur le revenu et plus particulièrement aux niches fiscales. Ce sont ces petites lignes supplémentaires sur notre déclaration d'impôt qui nous permettent de déduire les frais de garde des enfants, les travaux dans la maison ou encore les primes d'assurance vie. Mais ce ne sont pas les seules, il y a une vingtaine de niches fiscales. Certaines sont utiles et permettent par exemple de développer l'emploi. D'autres ont une utilité beaucoup moins évidente et profitent surtout aux plus hauts revenus. Pour décoder cela, je suis avec Samuel Gorouna. Bonsoir. Bonsoir. Samuel, tu es enseignant-chercheur en sciences économiques sur le campus de Baco à l'UNC. L'université est partenaire de cette émission. Samuel, quel montant représentent ces niches dont on va parler au cours de l'émission? Alors, il faudrait peut-être préciser au départ qu'il y a plusieurs types d'impôts, plusieurs types de taxes et donc plusieurs niches possibles. Donc là, ce soir, on va plutôt parler de l'impôt sur le revenu, donc ce qu'on appelle l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et les niches fiscales pour cet impôt-là représentent environ 8 milliards de francs CFP. Pour donner un titre de comparaison, c'est grosso modo ce que demande l'AFD aujourd'hui au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie comme recette supplémentaire suite au prêt de 28 milliards pour que la Nouvelle-Calédonie passe la crise du Covid. Donc c'est 8 milliards sur 20 milliards à peu près de recettes fiscales. Alors on va voir ensemble ce que recouvrent ces 8 milliards. Décodons les niches fiscales, c'est parti. Avant de sortir la loupe pour examiner ces niches fiscales, je vous propose de prendre d'abord un peu de recul. Car au fait, à quoi servent les impôts? Pourquoi a-t-on créé les niches fiscales? On regarde. L'impôt, c'est une cagnotte commune où tout le monde contribue. Cette cagnotte permet d'instaurer une solidarité entre les habitants. Dans la famille des impôts, on trouve la TGC, une taxe sur les produits de consommation courants, la taxe sur les produits pétroliers, l'impôt sur les sociétés ou encore l'impôt sur le revenu, pour n'en citer que quelques-uns. L'impôt sur le revenu, justement, c'est lui qui nous intéresse aujourd'hui. Il se calcule en fonction des ressources du contribuable. Chacun contribue à proportion de ce qu'il gagne. Mais il est possible de réduire le montant des revenus déclarés ou de réduire le montant final à payer. Ce sont les niches fiscales. Ce sont des dérogations prévues par le Code des impôts pour favoriser certains secteurs. Par exemple, on peut déduire de ces revenus les frais de garde pour les enfants de moins de 7 ans. Le revenu final, soumis à l'impôt, sera ainsi moins important et donc le montant payé aux impôts sera lui aussi réduit. Dans cet exemple, l'objectif de la mesure est de venir en aide aux parents actifs et de favoriser le travail déclaré des aides maternelles. Il s'agit d'une déduction d'impôt puisque les charges sont déduites du revenu brut global. Les niches fiscales peuvent aussi être des réductions d'impôt. Autrement dit, c'est l'impôt brut qui est directement réduit et non plus les revenus déclarés. C'est le cas par exemple pour la réduction d'impôt au titre du mécénat. Les dons au profit d'organismes à but non lucratif donnent droit à une réduction d'impôt de 75%. Objectif, venir en aide au secteur social et au secteur culturel. Si je donne 100 000 francs à une association caritative, je peux réduire le montant final de mes impôts de 75 000 francs. Il existe une vingtaine de niches fiscales. Elles représentent 25% du rendement de l'impôt sur le revenu, si l'on additionne tous ces manques à gagner. Alors Samuel, on va s'arrêter ensemble sur d'autres exemples de dérogations fiscales, à commencer par les déductions des salaires versés aux gens de maison, comme les femmes de ménage par exemple. Voyons d'abord comment le calcul se fait. Je suis célibataire, sans enfant, avec un revenu annuel de 4 millions de francs. Je paye 141 600 francs d'impôts par an. Mais si j'emploie une femme de ménage par exemple, je peux déduire de mes revenus son salaire et les cotisations sociales. Si j'ai dépensé 300 000 francs pour l'année 2019, ces 300 000 francs seront déduits de mes 4 millions de francs de revenus. Mon impôt sera alors calculé sur la base de 3,7 millions de francs. Je paierai donc moins d'impôts, 105 600 francs, au lieu de 141 600 francs sans cette déduction.
Alors Samuel, on a dit au début de cette émission que les niches fiscales visent à soutenir tel ou tel secteur. Dans ce cas-là, ça vise à soutenir l'emploi? Oui, effectivement, et on parle en plus d'un secteur où les travailleurs ne sont pas forcément très qualifiés. Et donc là, on arrive à avoir du travail qui va être déclaré, parce qu'auparavant, on n'avait pas forcément du travail déclaré dans ce secteur en particulier. Et donc, ça permet bien de favoriser du coup l'emploi dans ce secteur. Donc cette niche fonctionne, elle remplit ses objectifs? Oui, elle fonctionne. Il faut avoir en tête que ça représente à peu près, en nombre de foyers, plus de 7000 foyers qui utilisent du coup cette niche. Et donc, forcément, ça veut dire qu'ils ont des employés à ce niveau-là. Et ça coûte à peu près, plus de 700 millions de francs à l'année. Grosso modo, voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, le gouvernement a annoncé récemment qu'il manquait 800 milliards pour payer les salaires, 800 millions pour payer les salaires de décembre. Donc voilà, grosso modo, c'est un peu l'équivalent que l'on a pour cette niche. On va passer à un deuxième exemple, la déduction de l'achat des panneaux solaires. Cela fait partie des achats qui sont déductibles à la petite ligne des travaux ou achats d'équipements verts. Dans ce cas, Samuel, l'intérêt est assez évident, inciter les Calédoniens à passer au renouvelable. Oui, c'est ça. L'impôt a plusieurs fonctions. On va pas revenir sur toutes les fonctions, mais l'impôt peut aussi donner une incitation pour les consommateurs à aller vers des secteurs en particulier ou des biens en particulier. Quitte à aider le secteur du BTP et de la construction, autant du coup inciter à aller vers des biens ou des investissements qui soient plus soucieux ou plus protecteurs de l'environnement. Et c'est le cas ici avec une fiscalité que l'on appelle parfois fiscalité verte. Mais c'est vrai que cette déduction est l'un des arguments de vente des professionnels, c'est pas le seul bien sûr. Écoutez Thierry Wong-Socarto, il vend et installe des panneaux solaires sur la zone de VKP. Il est au micro de Michel Pimbé. Le fait que ce soit déductible d'impôt, c'est une très bonne chose. À savoir qu'on peut aller jusqu'à 2 millions de déduction d'impôt sur tout ce qui est solaire. Mais l'argument, à mon sens, le plus important, c'est surtout que le particulier qui installe ça chez lui, il ne paiera plus le courant. C'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, il va réinjecter sur le réseau Enercal via les onduleurs là. Il va réinjecter le surplus de production que le soleil fait durant la journée où lui il est au travail. Samuel, est-ce qu'on a une idée du montant que représente la mesure pour le pays? Oui, alors pour ceux qui s'intéressent à cela, tous les budgets primitifs, on a les évaluations des différentes dépenses fiscales. Et donc pour cette dépense fiscale, cette niche, on est à 120 millions de francs et ça concerne plus de 1500 foyers. Et donc il faut le voir sur la durée. Donc ça veut dire qu'il y a eu précédemment aussi des foyers qui sont équipés. Donc ça marche plutôt bien. On voit fleurir un peu partout des panneaux solaires sur les toits des maisons. Et donc c'est une incitation qui marche. Alors dans ces deux premiers exemples, on voit l'intérêt de créer des exceptions dans la fiscalité pour encourager certains comportements. On va maintenant se pencher sur un troisième exemple qui est davantage sujet à débat. Il s'agit des déductions des primes d'assurance vie. Et pour nous aider à décoder cela, Laïsa Roy vient de nous rejoindre. Bonsoir Laïsa. Bonsoir Blandine. Tu es aussi enseignante-chercheur en sciences économiques à l'université. Peux-tu d'abord nous expliquer comment fonctionne cette dérogation? Oui, pour bien comprendre, on a repris l'exemple de tout à l'heure, l'exemple du célibataire sans enfant, contribuable qui a un revenu de 4 millions de francs par an. Et on a calculé son impôt une fois déduites les primes d'assurance vie. Regardez. Imaginons que ce contribuable ait versé en 2019 275 000 francs de primes sur son contrat d'assurance vie. C'est le maximum que l'on peut déduire pour cette dérogation. L'impôt ne sera plus calculé sur ces 4 millions de francs de revenus, mais il sera alors calculé sur des revenus de 3,725 millions de francs précisément. Ce contribuable paiera alors 108 600 francs d'impôt au lieu de 141 600 francs. Alors combien de personnes utilisent cette dérogation? Un peu plus de 20 000 foyers calédoniens en 2019 pour un coût total de 722 millions de francs CFP. Alors la somme est importante, c'est vrai, mais elle est équivalente à celle qu'on a vue tout à l'heure, la déduction des gens de maison. Oui. Pourquoi finalement celle-ci, elle fait davantage débat? La différence ici, c'est qu'il s'agit de fonds, donc de primes d'assurance vie qui ne sont pas placées en Nouvelle-Calédonie. Si tu veux souscrire une assurance vie, tu peux passer par une banque ou par un assureur de la place en Calédonie, mais l'argent va en fait être exporté en métropole, puisqu'il n'existe pas d'assurance vie en Nouvelle-Calédonie. Donc le problème de cette niche fiscale, c'est qu'elle encourage en quelque sorte la fuite des capitaux.
Et ça représente de quelles sommes qui sont... Au total, donc le stock de primes d'assurance vie et livret A qui sont à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie, donc des capitaux calédoniens à l'extérieur, représente plus de 200 milliards de francs CFP. C'est considérable. Alors pourquoi cette niche a été créée si finalement elle n'est pas favorable au pays? Au départ, donc au début des années 80, cette niche a été créée pour permettre aux Calédoniens de se constituer une épargne qui leur permettrait ensuite d'avoir une retraite. Aujourd'hui, ça ne fait plus sens dans la mesure où il existe des dispositifs alternatifs pour se constituer une retraite en Nouvelle-Calédonie. Merci Laïsa pour cet éclairage. Alors je vous propose maintenant de nous pencher sur deux petites niches fiscales, petites par les montants qu'elles représentent et dont l'objet peut être un peu surprenant. Par exemple, on peut bénéficier de réductions d'impôts pour des sommes versées au profit des comités hippiques. La réduction d'impôts s'élève à 50% des sommes versées. Samuel, pourquoi encourager les courses hippiques plutôt que le foot ou le handball ? C'est un peu le débat de ce type de niche, c'est qu'on favorise des secteurs par l'impôt et on pourra en favoriser d'autres. Pour ce cas en particulier, ça concerne en plus que 9 foyers. Et c'est vrai que le coût est dérisoire, hein. On a 200 000 francs de coût, mais du coup, ce qui pose la question de l'utilité de tel type de niche. Alors, seconde micro-niche. Attention, l'intitulé est un peu complexe. On peut bénéficier de réductions d'impôts pour des sommes versées à des personnes morales ayant pour objet l'organisation de manifestations commerciales en vue de favoriser l'export des entreprises calédoniennes. Samuel, on parle de quoi ici ? Alors, c'est vrai que le gouvernement calédonien, ces dernières années, a souhaité encourager les entreprises à l'export, puisque le marché calédonien est évidemment petit. Et cette niche-là en fait partie. Encore une fois, c'est une très petite niche en termes de coûts, puisque c'est 700 000 francs de coûts, et ça représente que 4 foyers en 2017. Donc du coup, on se pose encore la question de est-ce que c'est utile, et s'il n'y a pas d'autre façon de le faire, et notamment via la subvention. Alors on vient de voir que toutes les niches fiscales n'ont pas la même utilité. L'autre aspect qui les met sur la sellette, c'est qu'elles profitent davantage aux plus hauts revenus. Plus les revenus sont hauts, plus les économies générées par les niches fiscales sont importantes. Démonstration en images. Prenons deux couples mariés avec chacun 2 enfants. Le premier couple a un revenu annuel de 8 millions de francs, soit environ 330 000 francs mensuels par personne. Il paye 89 200 francs d'impôts. Le deuxième couple gagne 16 millions de francs par an, soit environ 660 000 francs mensuels par personne. Il paye 2,212 millions de francs d'impôts. Ces deux couples décident chacun de souscrire une retraite volontaire. Les cotisations relatives à des contrats volontaires de retraite sont déductibles des revenus. Chacun des couples investit 600 000 francs dans son contrat. Le premier couple voit ses impôts baisser de 52 800 francs et le deuxième couple voit ses impôts baisser de 240 000 francs. Pour la même somme investie au départ, la réduction est multipliée par 4,5 entre le premier couple et le deuxième. Plus les déductions se cumulent, plus cet écart augmente lui aussi. Exemple avec 3 niches fiscales cumulées. Les deux couples déduisent chacun 300 000 francs de salaire de gens de maison, 275 000 francs de primes d'assurance vie et 600 000 francs de cotisation de retraite volontaire. Faisons le calcul. Pour la même somme investie au départ, la réduction d'impôt se trouve ainsi multipliée par plus de 6 entre le premier couple et le deuxième. Alors on comprend bien qu'il faut instaurer plus de justice fiscale en revisitant le système. Comment faire ? On en parle dans un instant avec Samuel. Mais avant cela, Laïsa, tu es de retour pour la revue de presse. Alors Laïsa, tu as choisi pour nous 4 actualités qui ont retenu ton attention dernièrement. À commencer par celle-ci, les ménages ont épargné 10 milliards depuis le mois de mars, selon une étude de l'IOM. Pendant la période de confinement, on a moins dépensé, on a davantage économisé, mais depuis la consommation est revenue à son niveau normal, on le voit sur ce graphique. Laïsa, c'est une bonne nouvelle, non ? Pas vraiment. Pas vraiment. Non, il faut se rappeler, on en avait parlé dans une précédente émission, que le gouvernement comptait sur un pic de consommation après le confinement et avait même fait un appel à la solidarité des consommateurs pour favoriser la reprise. Et ce qu'on constate, si on pouvait l'anticiper, c'est simplement un retour à la normale. Autrement dit, si l'objectif demeure la reprise économique,
il est à craindre qu'on ne puisse pas vraiment compter sur les ménages qui consomment peu, et on peut les comprendre face aux incertitudes. On peut peut-être aussi assez peu compter sur les entreprises qui ont un endettement assez faible. C'est l'un des autres résultats de cette étude de l'IEOM. Il resterait du coup l'investissement public comme relais pour la reprise économique. Mais vu l'état des finances publiques, c'est peu probable. Autrement dit, la crise est peut-être devant nous plutôt que derrière. Bon, on va suivre ça de près. Deuxième actualité que tu as choisie, c'est la vente de Vale NC. On en a déjà parlé lors de l'émission précédente, mais depuis, les discussions exclusives avec New Century Resources ont été prolongées. Dans son numéro du mois d'août, le Chien Bleu dresse un comparatif entre New Century Resources et un autre candidat à la reprise, Korea Zinc. Alors, qu'est-ce qui ressort de ce face-à-face, Laïsa, même si le titre en dit déjà beaucoup? Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Chien Bleu n'est pas du tout convaincu par l'Australien New Century. Ce qui est intéressant, c'est que le comparatif repose sur plusieurs critères objectifs. Et en bref, que ce soit du point de vue de la solidité financière ou du point de vue de l'expertise métallurgique, New Century ne fait pas le poids face à Korea Zinc. Et une spécificité de Korea Zinc, c'est que c'est une entreprise qui est en partenariat avec la Sofinor pour la reprise de Vale. Alors justement, la vente de Vale NC et cette candidature de Korea Zinc ont fait ressurgir dans le débat la dette de KNS. C'est la troisième actualité que tu as choisie. Vivre avec 1000 milliards de dettes, titrent nos confrères des Nouvelles-Calédoniennes. Pourquoi est-ce que le sujet de la dette ressort maintenant, Laïsa ? Vous savez que ces derniers temps, l'usine du Nord est particulièrement critiquée et ça peut paraître surprenant. Mais pour ce qui est de cette dette de 1000 milliards, il faut replacer les choses dans leur contexte. On parle là du monde des multinationales, un monde dans lequel les acteurs, les entreprises ont bien plus de poids que les États. Donc c'est vrai que 1000 milliards pour un consommateur calédonien ou même pour le gouvernement calédonien, ça peut sembler énorme comme montant, mais en pourcentage de la taille d'un acteur, d'un macro-acteur tel que Glencore, c'est assez peu de choses. Et c'est justement pour ça que ça paraît stratégique pour la Nouvelle-Calédonie d'être associé à des géants tels que Glencore, qui ont la capacité de convaincre des investisseurs internationaux, qui ont la capacité aussi de lever des fonds qui sont nécessaires à la gestion d'une usine de classe mondiale telle que KNS ou telle que Vale NC. Dernière actu, on part en Europe. Bruxelles envisage de taxer les transactions financières pour financer son plan de relance post-Covid-19. Le quotidien Les Échos consacre un article à cette idée qui refait surface régulièrement. Oui, on entend parler de la taxation des transactions financières depuis de nombreuses années. On l'a parfois appelée la taxe Tobin. Et l'idée, effectivement, c'est de taxer les transactions financières. Pour bien planter le décor, si on regarde les chiffres de 1975 à 2015, donc sur une période de 40 ans, le PIB mondial, donc la création de richesses à l'échelle mondiale, a été multiplié par 15. Dans le même temps, les transactions financières, donc en 40 ans, ont été multipliées par 300. Donc c'est un rapport de 1 à 20. Schématiquement, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un franc de richesse est créé, entre le moment où ce franc quitte l'usine et va jusqu'au consommateur, il y aura eu 20 transactions financières autour de ce même franc. Donc on peut considérer que c'est excessif et c'est rappelé depuis très longtemps. Donc le plan de Bruxelles, là, c'est justement de taxer une partie de ces transactions financières de façon à générer des recettes fiscales pour financer le plan de relance européen. Merci Laïsa d'avoir partagé avec nous ces infos. Merci à toi. Alors juste avant cette revue de presse, avec Samuel, on a passé à la loupe plusieurs niches fiscales avec des utilités pas toujours égales et on a compris la nécessité d'instaurer plus de justice fiscale en revisitant ce système. Il ne s'agit pas non plus de tout jeter par la fenêtre car tout n'est pas mauvais. Samuel, tu es de retour, alors comment faire ? Alors il y a plusieurs possibilités, plusieurs pistes. On peut parler d'une piste qui peut être très rapidement mise en œuvre, c'est le plafonnement. De se dire que certes on peut avoir plusieurs niches, mais après au global on peut se dire que comme ça se fait en France, pour le cas de l'Hexagone, c'est au-delà de, on peut pas déduire au-delà de 1,2 million. Alors que pour la Calédonie, bon, c'est pas forcément le cas, on peut cumuler et donc à la fin avoir pas de plafond du tout pour ce qui est pour certaines niches et donc certains foyers, alors même qu'ils ont des revenus très élevés, peuvent réduire
réduire beaucoup leur imposition. C'est-à-dire que certaines niches sont plafonnées, mais par contre, il n'est pas interdit de cumuler autant de niches qu'on veut, quoi. C'est ça. Et pour les réductions, le minimum, c'est 7 000 francs d'impôt. Donc, vous vous doutez bien que si vous avez un bon avocat fiscaliste et qui est capable d'optimiser vos impôts, vous pouvez du coup baisser considérablement vos impôts. Et donc, derrière, il y a l'idée de progressivité, c'est-à-dire que logiquement, dans la logique des impôts, c'est plus vous avez de l'argent, plus vous avez des revenus et plus vous payez d'impôts. Et quand les niches ne sont pas plafonnées, à la fin, vous pouvez avoir énormément de revenus et payer beaucoup moins d'impôts en proportion que ceux qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ok, donc on plafonne, mais est-ce que c'est suffisant pour instaurer cette progressivité dont tu parles, c'est-à-dire plus on gagne, plus on paye? En fait, on peut imaginer, déjà la philosophie de dire qu'on va passer par l'impôt plutôt que de passer par la subvention pour aider des secteurs, c'est une philosophie qui peut être remise en cause. On l'a vu récemment avec le travail qui était aidé, enfin le chômage partiel, dernièrement, où on avait la liste de tous les individus pour l'aide de l'État. La liste des personnes qui avaient fait appel au chômage partiel pendant la crise du Covid-19. Et ça, c'est pour les gens de maison, comme c'est ça. Et donc, du coup, c'est passé directement via le Congrès. Et donc, les choses ont été transparentes. Donc, ça, c'est un élément que la subvention permet, la transparence et le fait que tout le monde puisse le voter. Et donc, ça, c'est un autre élément du débat. Mais dans les subventions et pour la fiscalité, on peut aussi imaginer la chose, c'est que quand vous avez par exemple un enfant qui est boursier, ça dépend de vos revenus. Et donc c'est sur critères sociaux. Donc on peut imaginer aussi des principes équivalents pour l'imposition. Alors, ce que tu dis, pour revenir au tout premier exemple, on avait parlé des frais de garde pour les enfants de moins de 7 ans. Ce que tu dis, c'est qu'on pourrait supprimer cette niche fiscale et la remplacer par une subvention, une allocation jeune enfant, par exemple, qui serait proportionnelle à nos revenus. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que c'est pas forcément de dire qu'on supprime et qu'il n'y a plus d'aide, mais c'est surtout de remplacer du coup les aides par d'autres dispositifs. Alors, par contre, la subvention, elle n'est pas possible pour toutes les niches. Pour les primes d'assurance vie qu'on a vues tout à l'heure, une subvention, c'est pas possible. Oui, c'est ça. Donc, en fait, il y a aussi des suppressions plus récentes qui peuvent être faites. C'est quelque chose qui a déjà été fait. Par exemple, le dispositif qu'on appelle la RILI, réduction d'impôt pour les logements intermédiaires, c'est un dispositif qui est terminé en décembre 2018. Donc, on peut supprimer des... C'est une niche qui n'existe plus. C'est une niche qui n'existe plus. Elle aura les effets encore sur quelques années, mais elle n'existe plus. Et donc, la suppression, par exemple, pour ce qui est de l'assurance vie, de la niche pour l'assurance vie, c'est quelque chose qui était dans les cartons au gouvernement, qui finalement n'a pas fait. Mais ça, c'est une suppression pure et simple, c'est quelque chose qui peut être fait. Pareil pour des plafonnements ou de rediscussion de certaines cotisations sociales. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut revoir le principe et notamment de faire en sorte qu'il y ait plus de progressivité. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut regarder de près. Et pareil pour les travaux. Des travaux dans les habitations, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, quitte à aider un secteur comme le BTP ou les secteurs de la construction, pourquoi pas ne garder que des incitations qui concerneraient plutôt le verdissement, disons, de la fiscalité et garder d'autres aides plutôt sur des subventions où c'est plus transparent. Alors si on poursuit notre réflexion pour augmenter les recettes de l'impôt sur le revenu, au-delà des niches, il y a une autre piste, c'est l'intégration d'autres revenus dans la déclaration d'impôt. Aujourd'hui, seuls les revenus du travail sont imposés. Alors l'idée, c'est que, mais ça a été quelque chose qui a été évoqué déjà il y a plusieurs années, on se rappelle tous de ce consensus autour de l'agenda partagé de 2014, et ça faisait partie des principes effectivement de taxer plus le capital ou taxer plus d'autres sources de revenus. Parmi ces éléments, il y a la taxe sur les plus-values immobilières qui a été acceptée par tous les acteurs, c'est-à-dire aussi bien les syndicats des patrons, les syndicats des salariés et les groupes du Congrès. Ça consiste en quoi? Et grosso modo, les plus-values immobilières, vous avez une maison, admettons que vous avez acheté 20 millions, vous le revendez 35 millions, allez, vous avez 15 millions du coup de plus-value. Normalement, si vous êtes en France, du coup, vous serez taxé sur ces plus-values. Ce n'est pas le cas en Calédonie, alors même que c'est quelque chose dont tout le monde était d'accord en 2014. De la même façon, le principe dans l'agenda partagé, il y avait aussi taxer plus le capital, et donc on peut, par exemple, regarder de près pour les dividendes. Ce qui se passe aujourd'hui, grosso modo, l'idée, c'est que vous êtes taxé sur les dividendes, c'est la société directement qui paye la taxe en question, et donc ça veut dire que c'est la société, donc aussi bien les travailleurs que ceux qui détiennent le capital du coup. L'idée, c'est pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas les dividendes en question qui soient mis également comme revenu pour l'IRPP, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu
personne physique, ce dont on discute depuis le début. Et donc, ça permettrait d'intégrer des ressources dans l'impôt sur le revenu et donc d'avoir aussi plus de progressivité de l'impôt, puisque plus vous gagnez de l'argent, plus vous avez des dividendes et plus vous payez des impôts. Dans ce cas, ce serait la personne qui touche ses dividendes, donc ses bénéfices, qui paierait la taxe et non pas l'entreprise, c'est ça? Et non pas uniquement l'entreprise, voilà. Ok, alors on peut imaginer... Dernière piste, une tranche supplémentaire au barème de l'impôt sur le revenu, ça consisterait en quoi? Alors, sans parler d'impôt sur les grandes fortunes, c'est ce qu'on appelle l'ISF en France et que dont tout le monde parle ces derniers temps. On reste sur l'impôt sur le revenu. On reste sur l'impôt sur le revenu. Pour faire simple, il y a plusieurs tranches. Si vous gagnez moins d'1 million, vous ne payez pas d'impôt. Puis après, au-delà, vous avez des taux d'imposition qui sont différents. Et ça va jusqu'à 4,5 millions à 40%. Donc l'idée, c'est que si on s'arrête à 4,5 millions, pourquoi est-ce que... Donc c'est 4,5 millions et plus. Et donc pourquoi est-ce que, sachant qu'il y a en Calédonie des foyers fiscaux qui gagnent beaucoup plus d'argent, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des tranches supplémentaires? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la dernière tranche, c'est 4,5 millions et plus. On pourrait créer une tranche supplémentaire qui va de 4,5 millions à 6 millions, par exemple. Et la dernière tranche, ce serait 6 millions et plus. Voilà, il resterait du monde, là, dans cette tranche encore Effectivement, si on prend que les salariés, hein, donc on ne tient pas compte de ceux qui sont à leur compte, mais si on prend que les salariés, au-dessus de 6 millions de revenus par an, on est à quasiment près de 9 000 individus. Et si on prend au-delà de 9 millions, pour les salariés uniquement, on est à plus de 2600 individus. Donc on n'est pas du tout sur des micro-taxes ou des choses de petite dimension. Si on a été capable, si la Calédonie peut faire des niches fiscales pour 4 foyers comme on l'a vu tout à l'heure ou 9 foyers comme on l'a vu tout à l'heure, évidemment que là, ce ne serait pas du tout quelque chose de démesuré. Donc l'idée, c'est d'avoir un taux d'imposition qui peut être plus progressif et donc toujours pareil, plus vous gagnez plus vous avez de revenus, et plus vous allez contribuer plus. Et donc peut-être qu'on peut passer par exemple de 40% à la dernière tranche à 45% par exemple. Ce sont des pistes qu'on peut explorer. Explorer, effectivement. Merci Samuel pour ces explications. Merci à vous, à la maison, de nous avoir suivis. Vous pourrez prochainement revoir cette émission sur notre site internet www.caledonia.nc. Vous y trouverez également toutes les études que nous avons citées dans l'émission. Bonne soirée sur Calédonia.